Fabien Lebras, je suis chef de clinique en hématologie clinique à Mondor et Magali et moi, on va vous parler d'un cas sur lequel on a interagi un peu à distance, d'un bout à l'autre de Paris, sur un cas où on a eu un certain nombre de problèmes pour déterminer quel type d'amylose on avait face à nous. Sur le plan clinique, c'était un homme de 83 ans qui a été pris en charge par nos collègues cardiologues, qui est rentré dans la maladie par le versant cardiologique, pour le bilan d'une dyspnée, un patient qui était principalement hypertendu, sans autre antécédent notable, et chez qui, dans un centre extérieur au nôtre, on avait mis en évidence une cardiopathie hypertrophique avec une altération de la fonction d'éjection ventriculaire avec une FEVG à 43% et un aspect échographique qui avait été qualifié d'emblée par les cardiologues qui l'avaient pris en charge de très évocateur d'une cardiopathie de surcharge avec un aspect scintillant du septum, et il nous l'avait adressé en tant que centre de référence de l'amylose de la région où on travaille, pour l'exploration devant cet aspect qui allait bien pour une amylose. Alors d'emblée, ce patient se présentait sur un versant assez grave, puisqu'il avait un BNP qui était élevé, qui était à plus de 5000, et une troponine élevée aussi, donc il rentrait sur le score de Mayo Clinic dans le groupe des patients les plus graves. Et la première question qui s'était posée à nous, c'était quel site biopsier. Alors c'est toujours une discussion un peu infinie dans la littérature, selon l'expérience de chaque site, de chaque institution, et on s'aperçoit que les chiffres sont très variables. Alors là, j'ai pris des chiffres qui sont plutôt à titre indicatif, où on voit que selon les équipes, en fait, et l'entraînement des anapathes qu'on a chacun, on peut avoir des taux qui sont assez variables en positivité des prélèvements. Et donc nous, initialement, on avait proposé de faire plutôt ce qu'on fait habituellement en France, en tout cas chez nous, c'était de faire une biopsie des glandes salivaires accessoires. Et il est arrivé qu'une première biopsie des glandes salivaires accessoires, alors là c'est un marquage rouge Congo, où, comme vous le voyez, on ne voit pas beaucoup de rouge. Alors on voit pas très bien, ça passe moyennement sur le diaporama, mais globalement on ne voit pas beaucoup de rouge. Et cette biopsie qui nous venait d'un centre extérieur était rendue comme positive à l'extérieur. Alors on s'est posé un certain nombre de questions autour de ce cas, puisque vous savez que régulièrement les dépôts sont un peu hétérogènes et peuvent varier au sein du prélèvement, et qu'on a épuisé l'intégralité du prélèvement sans arriver à mettre en évidence de dépôts qui nous semblaient convaincants. Alors on a fait une deuxième BGSA qui, elle, s'est retrouvée franchement positif. Vous voyez ici un dépôt amyloïde sur ce rouge Congo, qui, comme attendu en lumière polarisée, a l'aspect typique, avec l'aspect dichroïde vert-jaune, et donc il nous a permis d'affirmer le diagnostic d'amylose chez ce patient avec une biopsie globalement assez peu invasive, comme on a l'habitude de le faire en France. Moi, ce que je retiens un peu de ce problème-là, c'est qu'il faut faire attention quand on fait nos prélèvements, notamment de BGSA, à prendre des BGSA qui ne soient pas trop petites. Donc, il faut avoir un peu l'habitude de les faire. Et surtout, bien attirer l'attention de votre pathologiste, parce que un des problèmes, c'est que ça peut être un peu hétérogène dans le prélèvement, et que si on ne va pas chercher assez loin dans le prélèvement, on peut passer à côté d'un infiltrat au sein du prélèvement. La présentation biologique de ce patient, c'était d'emblée, on a cherché les causes d'amylose, et on a fait assez rapidement, comme on a l'habitude, une électrophorèse des protéines qui ne montrait pas grand-chose, puisque vous voyez qu'on ne voit pas franchement de pic, le tracé semble globalement normal, et un dosage de chaîne légère libre qui, lui, en revanche, est franchement anormal, avec un excès de chaîne légère libre kappa à 719 et un ratio qui est complètement déséquilibré. Ce patient a eu un myélogramme à la recherche d'arguments pour un myélome associé à cet excès de chaîne légère libre, qui montrait un aspect de myélodysplasie sans excès de plasmocytes ni plasmocytes dystrophiques. Donc on n'avait pas d'argument pour un myélome associé, et on est tombé sur une autre maladie hématologique qui est possible à son âge, et qui expliquait probablement le fait que sur sa numération formule sanguine, il avait une petite anémie normocytaire à 11,8 g. Alors la question qu'on s'est posée à ce moment-là, c'est est-ce que le fait d'avoir une amylose dans la BGSA associée à un excès de chaîne légère libre, ça nous suffit à poser le diagnostic d'amylose AL. Et globalement, si on regarde la littérature, on sait qu'on a une proportion non négligeable de patients de cet âge qui vont avoir soit un pic monoclonal, soit des chaînes légères en excès, ce qui est un équivalent de pic. Et on peut estimer, alors c'est un peu à la louche, que 10% de ces patients de plus de 80 ans, ils peuvent avoir un pic monoclonal ou un excès de chaîne légère libre, et que ça ne suffit pas d'affirmer que l'association des deux ne permet pas d'affirmer qu'on est devant une amylose AL. Et c'est un peu la subtilité qu'on ne peut pas conclure directement. Alors, on était un peu dans l'urgence parce que le patient n'allait pas bien sur le plan cardiologique. Il avait été un peu stabilisé, mais le temps qu'on fasse le typage de l'amylose, il a quand même été décidé en RCP, devant l'urgence de la situation, de proposer un traitement par du VCD
pour nous laisser le temps de typer l'amylose et au pire faire baisser le taux de chaîne légère pour essayer d'améliorer les choses dans l'intervalle. Le patient a eu 2 cures de VCD qui ont plutôt très bien marché puisque son taux de chaîne légère libre est passé de 700 au début avant la première cure à 36 de chaîne légère libre CAPRA après 2 cures. Il a fait comme principale complication une décompensation cardiaque au décours de la seconde cure de VCD. Alors, dans l'intervalle, on a fait travailler nos collègues du laboratoire avec, d'une part, la réalisation d'une immunofluorescence que malheureusement je ne pourrais pas vous montrer parce que les prélèvements n'ont pas été photographiés immédiatement, donc sont passés, et une immunohistochimie que je vais vous montrer juste après et que vous verrez est très difficile d'interprétation. Quand c'est par l'immunohistochimie. Donc ça, c'était la seconde BGSA où il y avait les dépôts. Alors vous voyez sur cette slide les dépôts qui sont là, des dépôts sur ce rouge Congo. Et puis quand on a fait les marquages kappa lambda, on s'est retrouvé face à un problème pratique, c'est que globalement, on avait nos marquages qui accrochaient un peu partout, qui accrochaient en intravasculaire et qui ne nous permettaient pas de dire quoi que ce soit sur ces marquages, avec des marquages qui étaient complètement ininterprétables. Quant au marquage TTR, on était sur la fin de la biopsie, on était en train de toucher le talon de cette BGSA et on n'a pas pu conclure sur ces marquages et on a été dans l'impossibilité de typer le marquage. Alors, les collègues cardiologues avançant en parallèle en même temps ont réalisé chez ce patient une scintigraphie. Je vous rappelle juste ce qui a été publié dans la littérature, mais je pense que vous avez eu un rappel beaucoup plus fin avant, qu'on peut mettre en évidence que sur les scintigraphies au technétium 99, on a une captation dans les amyloses TTR qui permet d'orienter plutôt vers ce diagnostic. Alors ça, c'est un article où on voyait le contrôle, alors il passe moyennement, mais on voyait un contrôle où il n'y a pas du tout de captation au niveau cardiaque, une amylose AL où il n'y a pas de captation, et puis les amyloses TTR, c'était 2 amyloses TTR qui captent franchement le traceur. Donc on a fait nous-mêmes une scintille et on voit chez ce patient une captation assez franche du traceur au niveau cardiaque, de face et de dos, qui à ce moment-là nous a franchement orienté vers une amylose TTR et nous a fait nous reposer la question de l'intérêt de la chimiothérapie à ce moment-là. Donc on a arrêté la chimiothérapie le temps de finir ce typage et on a demandé un génotypage TTR qui s'est revenu négatif. Et la question suivante qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Puisque la BGSA ne nous donnait pas la solution, tout du moins le prélèvement était épuisé et puis visiblement difficile à techniquer. Donc on a décidé d'aller à l'organe qui était symptomatique et le patient a bénéficié d'une biopsie cardiaque. Et on voit franchement les dépôts amyloïdes qui sont beaucoup plus florides que dans la BGSA, avec des dépôts qui sont strictement partout dans ce prélèvement. Et puis un aspect absolument typique, donc extrêmement facile au diagnostic. Alors c'est un peu plus invasif que la BGSA quand même. Et on s'est posé après la question de comment est-ce qu'on peut typer cette amylose. Et on a surtout refait déjà je vais peut-être juste vous montrer les marquages d'immunohistochimie qu'on a fait. Et sur les marquages d'immunohistochimie, donc ça c'est votre rouge Congo qu'on avait vu. Puis on a fait un marquage kappa qui nous donnait pas grand-chose. Alors vous me croirez sur parole, là j'ai pas de contrôle positif dans le prélèvement, mais on avait quelques contrôles sur le prélèvement. Le marquage lambda, on voit à la fois des contrôles positifs, donc il y a un tout petit peu de marron, mais globalement pas de dépôt. Et puis un marquage à TTR qui est franchement plus évident, avec beaucoup plus de un marquage qui semble relativement convaincant. La subtilité tout de même, c'est qu'on sait que dans les dépôts amyloïdes, le marquage TTR a tendance à accrocher en immunohistochimie de façon un peu aspécifique et qu'on est souvent un petit peu dubitatif quand on a des marquages. Alors celui-ci est quand même plutôt assez convaincant. Et on a quand même demandé à nos collègues de Foch leur coup de main pour typer cette amylose. C'est là que je passe le bâton. Effectivement, en fait, je pense que la justification de la demande de typage par protéomique vient du fait que d'abord il y a eu une chimiothérapie, donc on a besoin maintenant d'un typage d'un typage vraiment le plus fiable possible, en tous les cas avec les outils dont on dispose aujourd'hui, et puis avoir un typage fiable. Donc, moi je vais avant. Parce qu'en fait, finalement, même si effectivement la TTR donne de nombreux faux positifs, on n'avait quand même pas du tout d'accrochage avec kappa et lambda, notamment en immunofluorescence. Donc c'est vrai que le typage par protéomique
enfin vous pourriez le discuter. Donc je vous rappelle juste le principe. Il y a une flèche. C'est où ce truc? Je sais pas. Tu passes les diapos avec ça et ça c'est le point. Ça c'est la flèche, d'accord. Donc le principe, on travaille sur un échantillon fixé et inclus en paraffine pour obtenir à peu près 80% de matériel amyloïde dans le tube. On micro-dissèque les dépôts, ici c'était nécessaire. On réalise ensuite une extraction de protéines, une digestion de trypsique qui permet de découper encore les protéines, et ensuite on va passer à une phase de spectrométrie de masse, dite en tandem, avec au préalable une séparation des protéines dans une colonne d'HPLC. Ensuite, c'est un traitement informatique des données avec une identification, puis une analyse et une interprétation. Voilà, je suis pas douée. Donc juste pour, avant de vous donner les résultats de ce patient, je vous rappelle quelques données de la littérature. Donc il y a une équipe qui domine complètement, c'est l'équipe de la Mayo Clinic, qui a aujourd'hui analysé plus de 6000 cas et a montré, en tous les cas, leurs résultats sont une informativité du test à 98% avec une sensibilité, une spécificité à 100%. Récemment, on a eu aussi des résultats de l'équipe de Julian Gilmore avec 232 cas analysés dans leur centre, un typage certain dans 40% des cas, et en tous les cas, on retiendra pour cette observation des très bons résultats pour les biopsies endomyocardiques avec un typage certain dans 90% des cas. Alors, c'est peut-être pas le moment, là. Voilà, je vais juste passer, voilà, les résultats pour le patient, ici, sont les suivants. Donc, on a fait un tableau ici avec un score semi-quantitatif sur la droite et simplement répertorié les protéines amyloïdes, en sachant que la transthyrétine était la première protéine qui sortait sur la liste des protéines que nous avons obtenues. Donc, le score est indiscutable cette fois-ci. Parfois, je dis on a un score à 5-6, mais là, il est à 132 632. On a un score aussi qui est relativement fort pour le composant P et l'ApoE. Et puis vous avez de l'ApoA4 qu'on voit en fait dans pratiquement toutes les amyloses. Et puis les autres protéines, donc on a pratiquement toujours un petit peu de kappa, un petit peu de lambda. Bon là il y a un tout petit peu de kappa. On a également un petit peu de lysozyme, mais vous voyez avec des scores qui sont très 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 faibles. Donc là je pense que vraiment on avait le typage immunohistochimique plus protéomique permet vraiment d'être certain qu'il s'agit bien d'une amylose à transthyrétine. Alors juste, je peux vous montrer les résultats de protéomique dans notre centre, puisqu'on a vu ceux de l'équipe de Londres, ceux de l'équipe de la Mayo Clinic. Donc à Foch, on a vu 60 échantillons aujourd'hui, avec une analyse de tissus très variée. Il y a vraiment de tout. L'œil, vous verrez tout à l'heure avec Sophie, organes génitaux, tubes digestifs, foie, cœur, etc. On a eu des résultats avec une protéomique informative dans 97% des cas, essentiellement des amyloses AL, des amyloses ensuite à transthyrétine, quelques amyloses AA, et puis des amyloses plus rares, ApoA1, ApoA4, là, à mon avis, c'est à discuter, une acalcitonine, insuline, lysozyme, séménogéline. On a bien sûr validé nos résultats en regardant la cohérence de ces résultats de protéomique avec l'ensemble des données du dossier. Et on a conclu à une très bonne cohérence, une pertinence dans 95% des cas. Reste pour 5%, à mon avis, les ApoA4 pour lesquels on n'a vraiment aucun filet et une AL. Ces résultats, à mon avis, sont à confirmer. Je ne sais pas comment, mais enfin, on ne peut pas valider définitivement, je pense, le diagnostic. Voilà. Donc là, pour ce dossier, au travers de ce dossier, on peut proposer un petit arbre diagnostique concernant le diagnostic et le typage des amyloses. Donc le diagnostic, on l'a répété à plusieurs reprises, est anatomopathologique. Il repose sur cette coloration qui est le rouge Congo. Ensuite, on pratique un immunomarquage avec des anticorps qui sont dirigés qui couvrent en tous les cas les amyloses les plus fréquentes, donc kappa, lambda, TTR et AA. Pour cela, on a besoin d'un prélèvement congelé pour l'immunofluorescence avec kappa et lambda. Si le résultat est informatif et cohérent avec les données du dossier du patient, eh bien, on a typé son amylose. On a donc une amylose à LA ou à TTR. En tous les cas, moi, je ne fais pas
de panels plus grands, et si le résultat n'est pas cohérent, n'est pas informatif, on peut envoyer le cas dans un centre qui sait le faire pour un typage par protéomique. Il faut simplement avoir des lames pour se repérer, ne pas réentamer le bloc et le bloc de paraffine. Voilà. Peut-être une conclusion.